Bonsoir, soir d'info en seconde partie qui reçoit professeur Magaye Kassé. Il a été commissaire général de la Biennale de Dakar en 2008. Bonsoir professeur et bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors la Biennale, la 14e était attendue en 2018, mais il y a eu le Covid. Finalement, ça s'est tenu en 2022. En tant qu'acteur culturel, quel effet cela vous fait que la Biennale puisse ouvrir ses portes en 2022? D'abord, ça me fait plaisir de me rendre compte que malgré tout et en dépit de tout, avec cette sorte d'accalmie que nous avons dans la lutte contre la pandémie, avec peut-être une angoisse moins pesante qu'il y a 2 ans, que quand même les choses reprennent leur cours normal. Oui. Et de ce point de vue-là, que la Biennale de l'art africain contemporain reprenne, disons, de la vigueur et soit organisée en 2022, oui. Tous les acteurs culturels, je veux dire acteurs, tous ceux qui s'intéressent à la culture. Ouais. Pour les acteurs culturels, il y a les acteurs et il y a ceux qui s'intéressent à la culture et qui en font la critique. Et tout ce monde se réjouit évidemment que le Sénégal ait pris l'initiative d'organiser cette 14e édition. Oui. Alors vous étiez à la cérémonie d'ouverture ce matin? Non, je n'y étais pas. Pourquoi? Pour des raisons tout à fait objectives. Oui, c'est-à-dire? D'abord, je n'ai pas reçu d'invitation. En tant qu'ancien commissaire général... Mais ça ne me dérange pas du tout. Oui. Mais le plus important, c'est que la Biennale ait lieu et qu'à côté de la Biennale in, il y a ce qu'on appelle la Biennale off. Oui. Mais vous êtes quand même dans la Biennale. Bien entendu. Oui. Et je pense que, aussi intéressant que soit le volet in de la Biennale, sans aucun doute, il me semble tout aussi important de souligner que la Biennale off également a ses mérites. Absolument. Et de tout temps. Oui. Puisque disons, le off est quelque chose qui se répartit. Bien entendu, j'ai entendu dire que il y a des manifestations du in en dehors de ce cercle étroit de l'exposition officielle. C'est une très bonne chose. Mais quand on vient au off, il y a énormément de off, sans aucun doute à l'intérieur de la ville de Dakar et à l'extérieur. Et c'est une bonne chose. Et vous êtes dans le off. Voilà, parce que je milite pour le fait que l'art, de manière générale, et les arts plastiques doivent quand même atteindre le maximum de personnes, intéresser le maximum de personnes. Et les citoyens, le Sénégalais lambda, doivent être sensibilisés à ce que représente l'art de façon générale dans tous ces segments. Pour que, évidemment, avec les offres qui sont organisées dans les quartiers, dans des endroits où on ne soupçonne même pas qu'il puisse y avoir des offres, que l'art soit porté devant la population. Et vous, vous exposez où? Moi, je suis le commissaire de l'artiste plasticien Abdoulaye Diallo, entre parenthèses, qui nous vient du monde des sciences. Oui. C'est un ancien ingénieur des télécommunications qui s'est reconverti dans l'art avec beaucoup de talent et beaucoup de succès. Donc, je suis son commissaire. Et cette année, comme nous l'avons fait en 2018 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pendant cette édition de cette année, nous avions organisé une très très grande exposition qui avait été précédée d'ailleurs d'un colloque auquel j'avais invité mes collègues universitaires de Paris 3, de la Sorbonne, nos amis du musée du Quai Branly, ainsi que l'Institut Francfort et des universitaires sénégalais pour discuter du thème qu'on avait choisi, quelle humanité pour demain. Et donc nous refaisons la même chose cette fois-ci, mais à l'île de Ngor, avec un programme qui est très très alléchant, et surtout pour répondre à cette question qu'on avait posée en 2018, quelle humanité pour demain. Et il se trouve que le thème de la Biennale s'y est, pour donner la réponse qui nous semble aujourd'hui pertinente, quitte à la revoir éventuellement. Mais il s'agit pour nous... Le thème s'est forgé. C'est forgé. Il s'agit pour nous de forger un nouvel humanisme. Absolument. Forger un nouvel homme, c'est prendre l'homme avec un H majuscule dans l'ensemble de ses dimensions, dans l'ensemble de ses besoins. Que ces besoins soient explicitement formulés, qu'ils soient ressentis ou pas, mais l'art a ce don de pouvoir participer à l'éducation d'un nouvel homme. Absolument.
Un nouvel homme qui regarde le contexte dans lequel il vit aujourd'hui avec des yeux neufs. Oui. Et pour ce faire, évidemment, il faut lui apporter ce qui peut l'émouvoir, ce qui peut l'enchanter, ce qui lui apparaît comme quelque chose de beau. Et bien, pour que cela puisse se faire comme il faut qu'on l'éduque à aimer le beau. Absolument. Il faut qu'on l'éduque à aimer ce qui est vrai, à aimer ce que l'homme est intrinsèquement. C'est comme si, mais il va falloir d'abord que, je parlerai des Sénégalais, s'approprient déjà la biennale, mais on a comme l'impression que rien ne se passe, et nous qui avons vécu quand même des épisodes où les grands rendez-vous de ce d'art africain contemporain, on a comme l'impression que rien ne se passe. Vous savez, j'ai été invité ici à votre plateau au moment où se passaient, je crois, les élections présidentielles. Oui. Et on m'avait demandé de dire mon point de vue sur le programme des candidats en matière de culture. Oui. Et j'avais dit en son temps que, quoi qu'on puisse dire, le président Macky Sall avait à son actif un programme qui pouvait nous faire repenser à ce qu'était la culture au début de nos indépendances. Oui. Vous savez que le Sénégal était un pays en 1960 qui n'avait pas beaucoup de ressources comme il en a aujourd'hui. Le Sénégal n'avait que des cacahuètes. Hein? Le Sénégal n'avait peut-être des phosphates. Absolument. Mais le Sénégal n'avait autre chose à présenter au monde que sa culture. Et la dimension de la culture que Senghor a endossée et qu'il a explicité dans ses écrits et dans ses actions aussi. Je pense au Festival mondial des arts nègres, je pense au musée dynamique, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que ses successeurs n'ont pas été à la hauteur de cette exigence de forger, et je reviens encore à ce concept de forger, un nouvel homme sénégalais, un homo sénégalensis, qui soit en phase avec les préoccupations du moment et qui se projette aussi dans un avenir. Je ne peux pas dire que je suis très satisfait de ce qui s'est fait par la suite, parce que nous avons eu des épisodes où on avait des ministres de la Culture pendant 12 ans. On peut même compter 10 ministres de la Culture en 12 ans de magistère, de qui vous savez. Alors, je dis que il fallait reprendre un petit peu, remettre le métier à l'ouvrage et faire en sorte que la culture revienne au premier plan. Mais on a comme l'impression que la culture n'est pas revenue au premier plan, malgré tout ce qui a été fait. En 2016 déjà, vous disiez que le Sénégal n'a plus eu de ministre de la Culture que sous Senghor. Depuis que Senghor est parti, je l'ai dit et je l'ai démontré de manière tout à fait convaincante, je pense. Parce que ce à quoi nous nous attendons, c'est que l'on comprenne, qu'on ait une bonne définition de ce que c'est que la culture. La culture a différentes manifestations. Dans ces manifestations, on voit les arts, dans toutes leurs dimensions. On compte aujourd'hui 9 domaines de l'art. Mais la culture, c'est ce qui fait l'homme. Je vous regarde, Binta, je peux savoir de quelle culture vous êtes aujourd'hui. Malgré le fait que vous êtes sénégalaise, bon teint et tout ce que vous voulez. Mais je veux dire que le Sénégalais d'aujourd'hui est un être relativement hybride dans une culture qu'il ne maîtrise pas, parce que c'est une culture étrangère, et dans une culture qui est sa culture traditionnelle, mais qu'il ne peut pas non plus comprendre, parce qu'on ne lui a pas appris à connaître sa culture. On peut se gargariser de mots. Le Sénégalais est ceci, le Sénégalais est ça, mais tout est culture. Absolument. Ça veut dire que quand on n'a pas une approche holistique de la culture, on ne peut pas comprendre quels sont les enjeux que la culture pose pour un développement. On dit culture et développement. Bon. C'est ce que Senghor disait. Mais attends, est-ce que nous avons compris ce que Senghor entendait par culture et développement? J'entends souvent dire, oui, Léopold Sédar Senghor a écrit, et c'est vrai, la culture est au début et à la fin du développement. Mais est-ce qu'on a compris cette assertion? Dans une manière telle que on puisse comprendre ce que c'est que la culture au fond. Ne serait-ce que le travail. Regardez la culture du Sénégalais par rapport au travail. Mais c'est une culture absolument incroyable. Le Sénégalais n'a pas une culture du travail. Non, il faut le dire. Absolument. Le Sénégalais qui se lève le matin, qui va travailler, que nous payons avec nos deniers, et qui est dans une situation de non-satisfaction des missions qu'il devait remplir parce que justement, il s'est engagé à le faire. Regardez ce qui se passe. Prenez les médecins. Nous avons connu la pandémie.
Je dis que la culture sénégalaise, qui était au fond des médecins qui se sont battus pour lutter contre la pandémie, est une culture de responsabilité. Est une culture de dire, on nous a dit que oui, en Afrique, nous aurons des millions de morts. Nous allons leur démontrer, grâce à notre savoir-faire, grâce à notre savoir-être également, que nous pouvons combattre la pandémie en croyant en nous-mêmes. C'est un exemple que je donne comme ça. Et en tant qu'acteur culturel, quel a été votre apport? Qu'est-ce que vous avez joué pour amener les Sénégalais, par exemple, à se prendre en charge et à avoir cette culture? Très bonne question. Mon ami le berger de l'île d'Angor a fait des toiles, dont une qu'il a dédiée au professeur Seydi, et une toile qui s'appelait L'Angoisse. Dire l'angoisse en peinture. L'œuvre d'art doit parler à celui qui la regarde. L'œuvre d'art doit interpeller celui qui regarde l'œuvre d'art. Le message dont le tableau du peintre est porteur, le message dont le musicien est porteur, le message dont celui qui écrit un roman ou une pièce de théâtre ou bien une poésie, ce que ce secteur de la culture représente doit pouvoir parler aux gens. Et donc, nous avons pensé qu'avec le tableau sur la peur et l'autre tableau où on voit un basketteur plutôt, passez-moi l'expression, qui balance son ballon sur le virus, parle à celui qui regarde ce tableau-là pour lui dire, mais attention, nous avons les moyens de combattre cet ennemi qui nous vient de l'extérieur. Donc, la peinture comme l'architecture. Prenez l'architecture. Nous sommes en train de voir aujourd'hui au Sénégal, c'est une autre forme de culture aussi. Regardez le poème. Comment c'est devenu quelque chose qu'on ne peut plus comprendre du point de vue de l'urbanisme qui devrait prévaloir depuis que Senghor avait décidé que le poème ne devrait pas être ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Regardez ce qui se passe quand vous avez des immeubles qui empêchent les Sénégalais d'avoir de l'air, de pouvoir respirer, qui empêchent les Sénégalais d'avoir le soleil, dans des appartements dans lesquels on est obligé tous les jours d'allumer les lampes pour pouvoir... C'est ça aussi que l'œuvre d'art doit refléter. L'œuvre d'art doit parler aux gens parce que c'est une de ses fonctions essentielles. L'œuvre d'art doit sensibiliser au-delà du beau. Évidemment, il y a l'interprétation. Tout le monde peut interpréter un tableau comme il veut. Mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser une formule que j'adore. L'artiste nous prête ses yeux pour voir le monde. Absolument. Oui, absolument. Mais tant que l'artiste n'a pas la capacité d'émouvoir, de susciter l'empathie, de pousser à la réflexion, je dis que là, est-ce que les artistes ont cet art quand même de susciter cette empathie? Regardez le tableau de Picasso, Guernica, ou les Demoiselles d'Avignon. Non seulement les Demoiselles d'Avignon, vous sentez la présence de l'Afrique dans cette toile, mais Guernica, au sortir de la guerre d'Espagne en 1936, donne au monde une leçon extraordinaire de la nécessité de préserver la paix, sans laquelle il n'y a aucune humanité possible. Aujourd'hui, nous vivons une époque, une période de l'histoire de l'humanité qui est lourde de danger. Regardez ce qui se passe au niveau de l'écologie, de la protection de l'environnement. Nous allons dans des situations de détérioration du cadre de vie des hommes par la faute d'un système économique qui ne pense qu'au profit. Et donc, vous avez suivi les élections en France. Pratiquement tous les candidats ont parlé de l'écologie. Pourquoi? Et pourtant, nous sommes les victimes de la politique que les puissances financières mènent contre la planète Terre pour rendre notre planète absolument invivable. Donc je pense que tout ça c'est de la culture. Pour revenir un petit peu à votre question. Justement, avant de terminer, comment se porte l'économie des arts? Nous avons quand même entendu le président de la République à l'ouverture de la Biennale, même si vous n'y étiez pas, il a dit qu'il va construire déjà une école des arts à Diamniadio et que depuis de 2016 à nos jours, aujourd'hui, la Biennale a beaucoup évolué. Je dis chiche. Chiche. Très bien. On applaudit des deux mains. Est-ce que vous avez senti que cette Biennale de Dakar a évolué? Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Il faudrait avoir un peu de recul pour pouvoir faire l'exégèse. Pourquoi? Ou la synthèse. Pourquoi c'est trop tôt? Il dit de 2016 à nos jours. Je veux dire que de 2016 à nos jours, il s'est passé quand même une rupture. C'est la pandémie. Il s'est passé que l'État, à mon avis,
et jusqu'à plus ample informé, n'aide pas tellement les artistes à vivre de leur art. Ah bon? Oui. Il n'y a pas une politique de financement Je ne pense pour booster pas que... la création, la créativité, tout ça? Avec tous les milliards que l'on entend, je le fond de la cinématographie... Je ne suis pas certain, je ne veux pas m'avancer sur les mais domaines... pourquoi vous dites qu'il n'y a pas une politique? Non, je veux dire que j'ai le sentiment. Oui. Donc c'est très subjectif. Oui. Il faudrait des études, il faudrait des analyses, il faudrait des statistiques pour pouvoir étayer, en tout cas, une assertion qui puisse porter, pour que les décideurs se rendent compte qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur du système, du système de management des choses, pour pouvoir dire, là, il y a un succès, là, il y a des imperfections qu'il faut absolument corriger. Mais le sentiment, encore une fois, très subjectif, c'est que beaucoup d'artistes ne vivent pas de leur art. Et d'ailleurs, vous l'avez senti, je l'ai dit à une de vos consoeurs, quand on m'a interrogé sur l'aide que l'État a apportée, disons, à la culture. Je me suis rendu compte en observant, en étudiant, en analysant les comportements des uns et des autres, que finalement, c'était une goutte d'eau dans la mer. Parce que c'est pas tous les milliards qui ont été investis. Non, ce n'est pas une question de milliards, c'est une question de stratégie. C'est une question de dire, voilà ce que nous voulons atteindre comme objectif, et voilà la stratégie que nous allons développer pour y arriver. Donc, vous pourrez mettre les milliards que vous voulez dans un système qui ne fonctionne pas, mais le système ne fonctionnera pas. Pourquoi le système ne fonctionne pas? C'est parce qu'il y a à la tête de ce système culturel, le ministère de la Culture, pour ne pas le nommer. Les Sénégalais se posent même la question à savoir s'il y a un ministère de la Culture. Je n'irai pas jusque-là. Je ne dirais pas jusque-là parce que ce serait peut-être injuste de jeter la pierre. Est-ce que vous sentez qu'il y a un ministre de la Culture au Sénégal? Si je disais mon sentiment, je dirais qu'il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire, puisque je l'ai dit à une audience que M. le Président de la République nous avait accordée dans d'autres circonstances. Je lui disais, M. le Président de la République, la culture est quelque chose qui englobe le tout. Ce n'est pas un secteur qui est isolé de l'ensemble des secteurs que votre gouvernement comprend. Je veux dire que la culture traverse tout. Le tourisme a affaire à la culture, l'économie a affaire à la culture, l'éducation a affaire à la culture, l'enseignement supérieur, la recherche ont affaire à la culture. Donc il faut une approche globale de la culture pour que le ministère de la Culture... Il faut tout repenser. Il me semble qu'en tout cas, on pourrait revoir un petit peu nos copies pour voir dans quelle mesure nous pouvons dire que voilà, nous sommes dans une phase de transition vers quelque chose, vers un plus que beaucoup d'acteurs de différents secteurs de la culture attendent des pouvoirs publics. Et je pense qu'il y a évidemment des efforts qui sont faits, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il faut, les assises de la culture? Qu'est-ce qu'il faut pour remettre la culture sur les rails du développement? Je prends un exemple, le cinéma. Donc, il y a un fonds dédié au... Oui, il y a le FOPICA. Nous avons été très ravis à l'époque quand le FOPICA est passé de 2 milliards de 1 milliard à 2 milliards et je crois qu'on est un petit peu dans cette phase. Nous avons des cinéastes de talent de la jeune génération qui ont des prix un peu partout. Les récidives ont été organisés sous ma direction. Les rencontres cinématographiques de Dakar. Après une éclipse de plusieurs années. Et nous pensions que les récidives allaient continuer. Parce que le Sénégal, malgré tout, est quand même le premier pays africain à avoir produit un cinéaste que le monde entier reconnaît. Qui avait essayé de ressusciter les récidives. Non, c'était sous son magistère. Et je l'en remercie beaucoup parce qu'il a eu la géniale idée de dire il faut reprendre les récidives. Mais depuis lors, c'est le silence total. Il y a beaucoup de rendez-vous quand même. Donc, je dis simplement que le fonds ne peut pas régler le financement du cinéma. Le fonds peut aider, le fonds peut contribuer, mais il faut que les cinéastes s'échinent, et c'est le cas de le dire, à trouver d'autres financements, d'autres bailleurs, pour que, et qu'ils ne se laissent pas dicter également leur conduite. Parce que ça aussi, c'est une condition absolument essentielle de liberté de création. Qui paye finance quand même. Je ne vous le fais pas dire. Donc je pense que l'État a fait un effort très louable. Qui finance... mais il faut également que la production cinématographique, parce que le producteur qui dit que je vais financer un film, doit pouvoir financer un film sur la base du scénario qu'il a lu, qu'il a accepté. Vous savez que ça ne se passe pas comme ça, hein? Ceux qui financent les productions cinématographiques. Ben écoutez, d'abord, si on ne fait pas attention, Binta, notre cinéma risque de mourir de sa belle mort avec la prolifération des séries. Mais justement, elle est déjà, nous n'avons plus de salles de cinéma, nous n'avons plus rien. Je pense qu'il y avait un projet de rénovation des salles de cinéma. Il y a des projets qui nous viennent de l'extérieur.
Je vois que Pathé va ouvrir probablement bientôt ses portes. Oui. Nous avons Canal Olympia, nous avons le complexe Saint-Men Ousmane, ce qui est une très bonne chose, mais il faudrait... Il y a Liberté, le cinéma Liberté, dont on me dit que ce ne sera pas forcément un cinéma. Pourquoi on ne demanderait pas au consortium qui a acquis le cinéma El Mansour d'en faire aussi une salle de cinéma? Mais c'était ça qui était dans les Pourquoi contrats. Ne pas porter le cinéma dans les quartiers populaires? Absolument. Parce que le cinéma, comme les arts, doit aussi pouvoir parler à la jeunesse. À la jeunesse, et justement pour le prévenir des dangers culturels auxquels il est constamment et nuitamment soumis. Merci beaucoup, professeur Magaye Kassé. Je vous remercie de votre invitation. Merci, vous étiez là pour nous parler de la Biennale de façon globale. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.